qu'il y a des gens, par expérience, comme c'est arrivé cette fois-là, qui ont fait une offre mirabolante, intéressante. Tout le monde était content. Ce qui s'était passé, c'est exactement ça avec l'ancienne à Repentigny. C'est que le gars, il a gelé le deal pendant 6 mois, puis là, il s'est mis à faire le tour. Genre un flip de promesse d'achat en soi? Exact. Ouais. Si tu es passif et tu laisses ton inscription dormir sur le marché, tu risques de perdre beaucoup d'opportunités. Mais il y en a beaucoup qui veulent y aller, mais qui n'ont pas encore les fonds. Bonjour Daniel, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. JC pour les intimes, by the way. Seulement les intimes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, genre comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour que l'audience elle puisse savoir ce que vous faites? Ah ben oui, dans le fond, on est courtier immobilier, commercial, industriel, un peu de résidentiel un peu, mais dans le fond, comment on s'est rencontrés? C'est moi ou c'est toi qui en parle? Ben vas-y. Dans le fond, Ouais. au niveau résidentiel, j'ai bâti une équipe avec un de mes bons amis, Alexandre Jean, qui est l'équipe Jean Diot. J'ai été chercher mon cours de courtage commercial parce que je voulais m'aligner du côté commercial, je voulais délaisser le côté résidentiel. Je préférais plus travailler avec des hommes d'affaires que travailler avec monsieur, madame, tout Genre le moins monde. d'émotions, I guess? Exact. C'est un peu pour ça. C'est gérer les émotions. Je me suis rendu compte que ça venait me chercher un peu plus, puis ça drainait mon énergie beaucoup. Ouais. Puis après ça, Daniel. C'est une vocation différente dans le résidentiel. Puis comment ça s'est arrivé entre nous deux, puis c'est une anecdote que j'aime bien, c'est que avant de connaître Jean-Christophe, j'ai eu le bonheur, l'occasion de travailler un bon bout de temps avec Alexandre Qui est mon Jean, partenaire. qui est son partenaire. OK. Puis qu'on faisait ensemble le résidentiel, puis moi le commercial, puis on partageait. Puis là, à un moment donné, ils se sont associés, puis ils ont été vers le côté résidentiel surtout. Mhm. Et peut-être deux ans après qu'ils se sont associés, Jean-Christophe m'a appelé pour me dire, écoute, moi, je veux m'en aller vers le commercial. Puis j'ai parlé avec Alexandre, puis il est bien d'accord parce qu'on se connaît tous. Ouais. Puis il aime l'idée. Fait que j'ai dit, ben écoute, la porte est ouverte, mon ami, viens-t'en, on va travailler en équipe. Fait qu'on a ce volet-là ensemble, commercial, industriel, et il y a le volet résidentiel qui est avec Alexandre. OK. Je comprends. Donc, c'est comique comment la vie nous a rapprochés. remaniés. Fait que là, on a fait une association, dans le fond, de Daniel, Ouais. qui est avec, un peu avec nous, dans le fond. Puis du coup, c'est quel... En fait, c'est plus nous qui étions avec Daniel. OK. Parce que Daniel, ça fait longtemps, toi, que tu fais ça. Oui, un peu plus longtemps que l'âge que Jean-Christophe a. J'ai 36 ans d'expérience. Toi, à quel âge? J'ai 32 ans. C'est ça. Fait que juste un peu. Ouais. Puis, Alright. puis le secret dans l'immobilier, c'est pas d'avoir bien des années, c'est de toujours s'améliorer parce que tu peux pas rester dans le milieu. Mhm. On peut pas rester dans le milieu si on va pas prendre des cours, s'améliorer constamment. Formation continue, du coup. Ah oui, voilà. Ouais, on en a, mais les gens ne prennent pas toujours au sérieux non plus. Fait. Puis mon avantage à moi d'avoir un coéquipier comme Jean-Christophe, ben, c'est que se moderniser. Autant chez le courtier qui a de l'expérience, qui est connu, qui a développé sur le terrain, ben c'est sûr que la faiblesse, ça va être le côté technologique, le côté IA. Le côté... c'est ce que j'allais dire, il t'a emmené le chat GPT, tout ça. Ben, c'est ça. Je connaissais déjà ChatGPT, mais je ne suis pas un gars attiré par ça. Moi, c'est de rencontrer les gens, d'être dans des soirées quantitatives, d'être dans des groupes, dans des regroupements, d'être présent, puis lui aussi. Mais ma faiblesse à moi, ben, c'est le côté technologique que je contrôle bien, mais que je ne suis pas un master. Donc, par contre, ben, de dire « je connais-tu telle personne », ben, c'est sûr que quand on est ensemble, ils le voient, puis on a du plaisir avec ça. Fait que, il n'y a pas grand gens du secteur Laval, Laurentides, Lanaudière qui n'ont pas à quelque part entendu parler ou que je n'ai pas eu l'occasion de travailler ensemble. On parle dans les développeurs, on parle dans les gens qui sont pas mal tout, je dirais. Ouais, les constructeurs et tu connais mon immeuble où je suis déjà direct arrivé, tu savais déjà, tu connaissais le marché. Quoi. Ben oui, je connais l'historique de ton exact. immeuble.
Exact. Ça arrive Ben souvent que, mettons, je cherche un propriétaire, puis je vais chercher pendant 30 minutes, puis je vais juste lui dire le nom, il dit « Ah, je connais cette personne-là. » Fait que moi, ça fait 30 minutes que je T'as un cherche le peu, je numéro de l'appelle, téléphone. on a son cellulaire. Bon, ben regarde, voici ce qu'on va faire ensemble, puis ça va bien comme ça, c'est le fun. OK, parfait, good. Ouais. Puis est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du style de clients avec lesquels vous travaillez? Tu sais, genre, on en a parlé un peu plus tôt avant le podcast, là, mais genre les propriétés que vous couvrez, genre, t'as dit de l'industriel. Mais est-ce qu'on Ouais. peut juste expliquer ce que c'est, genre? Que- Parce que commercial, industriel, nous, ça nous parle parce qu'on est dans le domaine. Mais tu sais, commercial, ça fait du multilogement, ça peut faire des business qui cherchent des locaux, industriel. Tu sais, juste à expliquer un peu plus avec des exemples concrets, tu sais, ce que ça représente. En fait, on touche pas mal tout le volet commercial industriel, comme tu as dit, multilogement de 5 logements et plus. Mhm. Commercial, ben, ça va être des bâtisses, soit l'entreposage, mini-entrepôts ou des bâtisses industrielles, autant que des locaux, mettons, professionnels, là, comme un peu. Ben, ici, tu es au deuxième étage, là, fait Ouais. qu'en bas, par exemple, c'est un garage, mais ici, c'est plus un bureau professionnel, comme qu'on pourrait dire. Mhm. De mon côté, moi, c'est pas mal ce volet-là qui est mon expertise. Mais OK. après ça, Daniel a pas mal plus d'expertise que moi autour de ça. Ben, tu sais, dans le fond, là, c'est un mot, c'est immobilier. Donc, les gens me disent, c'est quoi ben, l'immobilier, grosso modo, oui, le résidentiel, on en fait. Mhm. C'est surtout les vendeurs, mais nous, ce qu'on cherche beaucoup plus, c'est l'immobilier commercial, industriel, du développement. Exemple, on a des bâtisses industrielles qu'on a sollicitées, qu'on est allé vérifier la possibilité future ou présente de développer. Exemple, 250 à 300 250, 300 logements, tu veux dire qu'on peut logements ou construire condo. J'aime mieux dire logement ou condo. condo? Oui, OK. parce que moi, je suis plus... Sinon, on peut dire unité. ouais, c'est ça. Ça Moi, va je suis être plus plus agent vague. inscripteur, puis je m'occupe du locatif, mais c'est sûr que On préfère vendre. c'est la vente qui me plaît le plus. C'est plus Et du coup, inscripteur, juste pour expliquer à l'audience, là, pour que si les gens qui connaissent pas le métier, ouais. inscripteur, ça voudrait dire quoi dans des mots simples, tu sais, c'est pour expliquer à quelqu'un qui connaît pas le Ben, métier. c'est d'être vendeur. Dans le fond, là, c'est pas mal ça. C'est être Représenter les affiché. vendeurs. Ok, donc, par Inscripteur, exemple, moi, supposons que j'ai une propriété industrielle, Ouais. que ma business, je la ferme, puis je veux vendre la propriété, Exact. supposons. C'est après ça, nous, on vend qu'est-ce qu'on appellerait un courtier inscripteur. C'est lui qui va inscrire la propriété à vendre. Mhm. C'est pour ça qu'on dit inscripteur, quand un courtier qui représente un acheteur, mais là, c'est courtier d'acheteur. OK. Du coup, ça veut dire que si moi, j'ai ma propriété à vendre, toi, tu vas le mettre sur Centris ou Realtor.ca. Ouais, Puis, il y aura des courtiers acheteurs qui vont vous contacter parce qu'ils ont, eux, leurs clients qui cherchent quelque chose qui fit 100%, dans leurs exact. besoins. c'est Exact. ça, c'est ça. Pourquoi? Ben, certains courtiers vont préférer travailler l'acheteur, puis d'autres vont préférer travailler le vendeur. Moi, Mhm. depuis que j'ai commencé en 86, ça a toujours été ma force, puis pas juste ma force, c'est ce que j'aime. J'en fais des acheteurs sur référence. Mhm. On va me dire, OK, je connais comme toi un constructeur, un ingénieur, un développeur qui cherche. Bon, ben oui, on va s'occuper de ces personnes-là. On a des gens qui vont nous appeler pour louer des espaces. Exemple, on a un monsieur qui veut une micro-brasserie. Il veut OK. devenir propriétaire d'un bâtiment. Ouais. On va chercher soit dans ce qu'il y a déjà à vendre, Mhm. ou des endroits qui pourraient être propices à ses besoins. Puis on va vérifier s'il va pouvoir le faire, comme on a eu un immeuble qui était inscrit, qui était listé avec un autre courtier à Rosemère, qui était déjà un ancien restaurant proche du chemin de fer. On a fait toutes les vérifications pour s'apercevoir que la ville n'était pas trop d'accord. La loi le permettait, mais il y avait certaines restrictions de plus en plus à cause du bruit, à cause de ci, à cause de ça. Donc, nous, on va aller vers ça. OK. Fait que le client, quand il nous appelle, on lui donne un service complet de A à Z, puis on vérifie. Faire les vérifications diligentes, c'est très important. Est-ce que tu pourrais expliquer juste un petit peu plus, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas le domaine,
vérification diligente, ça veut dire quoi? Dans le fond, c'est faire, mettons, toi, quand tu as loué le local ici, j'imagine que tu étais vérifié auprès de la ville si tu avais le droit de faire l'exploitation de ton commerce ici. Ouais. Fait que c'est un peu ça, les vérifications diligentes. C'est vérifier à la ville si, on peut exploiter le terrain, la bâtisse de la façon qu'on veut l'exploiter. Donc, par exemple, si j'ai un restaurant, est-ce que je peux avoir un restaurant ici? Ou si j'ai un cabinet d'avocat, est-ce que je peux avoir mon cabinet d'avocat ici? Exactement. Ok. C'est complètement C'est de différent l'usage. que résidentiel. Tu vois une maison, mais je sais que je peux l'habiter. Ouais, exact. Tandis que là, tu vois un bâtiment, mais ça ne veut pas dire que le zonage ou la ville va te permettre d'exploiter le bâtiment de la façon que toi, tu veux l'exploiter. Même si le zonage peut le permettre, la ville a le dernier mot pour... Genre l'urbanisme en soi, exactement. Le fait que tu passes au comité de l'urbanisme, c'est plusieurs processus qui prennent plusieurs mois, des fois, qui pourraient même aller jusqu'à 1 an, tout dépendant de l'amplitude du dossier. C'est la même chose aussi au niveau de la construction de bâtiments, soit commercial, industriel, ou même du multilogement, comme Daniel et moi, on a un terrain juste à côté ici à vendre sur la rue Sicard, qui en ce moment, il peut nous permettre 238 unités jusqu'à 8 étages. Mais Daniel a parlé avec certaines personnes auprès de la ville que si un projet est présenté de la bonne façon, on pourrait possiblement aller chercher plus. Parce que c'est important des fois puis c'est là vient des fois l'expérience. Tu vas aller selon la grille de zonage quand tu fais tes vérifications diligentes, c'est la première chose que tu vas aller chercher. Puis aller chercher toutes les bonnes informations. Jean-Christophe, il excelle. Après ça, c'est d'aller un peu plus loin que le bout du nez, savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a dans les environs? J'ai des voisins arrière qui ont 14 étages. Mais la grille me dit, j'ai 8. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier avec les autorités, les gens influents, que ce soit des conseillers, que ce soit les maires, que ce soit des lobbyistes, pour voir qu'est-ce qu'on va faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, puis qui va faire la différence entre un profit intéressant pour celui qui est développeur. Donc, on va aller chercher ces informations-là pour être capable de les diffuser tout en étant légalement correct. Parce que si on dit des choses, c'est pas vrai, tu fais ça une fois ou deux, puis... tu perds ton permis. Pas ton permis, mais tu vas perdre ta crédibilité. Voilà. Donc, là, on a dit, si j'ai des voisins de 14 étages, pourquoi vous me permettez? Garde, présente-moi quelque chose de bien, présente-moi quelque chose qui va être intéressant et intelligent. Et combien de fois on a vu ça? Je te donne l'exemple, ça fait quand même un bout de temps. Et puis là, mais juste avant, on parle bien de terrain à vendre puis qu'on veut développer. Oui. Là, il y a déjà des bâtisses, mais on est allé chercher toutes les informations. Et de là, on a signé l'entente avec ces gens-là qui vont débarrasser les bâtisses qui sont actuellement industrielles, parce que tout le secteur de la rue Sicard, qui est à distance de marche de la gare, le train, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'on voit comment ça développe dans le secteur de Mascouche. Mais là, du terrain que tu parles, du coup, il y a des bâtisses industrielles existantes. Exact. Mais quand tu as checké, le zonage, il permet 8 étages, 200 quelque chose d'unités. Exact. Mais sauf que derrière, ils ont 14 unités. Enfin, 14 étages, pardon. Du coup, toi, tu vas essayer de te renseigner pour que le développeur, quand tu vas le vendre, qu'il puisse aller chercher son zonage ou son nombre sa densité correcte pour son... Exact. L'avantage, c'est que par expérience, du fait que, il y a eu un développement que j'ai eu le bonheur de vendre à un gros constructeur qui s'appelait le défunt Réseau Sélection. Et le but, c'est pas de parler d'eux, mais de voir ce qu'on fait attention à des acheteurs qu'on doit qualifier comme il faut. Parce que, comme pour la rue Sicard, moi, je l'ai vécu sur la rue Notre-Dame, bord du fleuve, un beau terrain. Et j'ai eu tout de suite, dès le départ, des personnes, parce que mon expérience était moins bonne, moins forte, qui sont arrivées avec une offre d'achat extraordinaire, mais ils ont demandé les due diligence, les vérifications diligentes. Et là, c'était... puis maintenant, on fait attention à ça.
Parce qu'il y a des gens, par expérience, comme c'est arrivé cette fois-là, qui ont fait une offre mirabolante, intéressante. Tout le monde était content, mais vendeurs, parce que nous, on représente les vendeurs, donc on doit bien qualifier, parce que les autres, ils nous font confiance. Alors là, j'ai un acheteur, et bien, le groupe XY a fait une offre, puis une due diligence, souvent, on va se le faire demander, puis d'ailleurs, on a vécu l'expérience dernièrement, et j'ai pu faire comme c'est beau, c'est bien, là. Oui, c'est vrai que vous allez dépenser pour faire des plans. Oui, c'est vrai que vous allez dépenser beaucoup pour un architecte, pour un ingénieur, pour pouvoir présenter, puis qu'avant que la ville dise oui, dépendamment de c'est ça. l'immeuble, là, tu es genre Ouais, 500 000, 600 000, là, des c'est fois, ça. genre, ça monte vite, là. Exact. Bien, c'est bien. Ces gens-là, il faut quand même les prendre au sérieux. Mais c'est beaucoup plus facile quand tu te fais approcher par une grosse compagnie, puis on va se le dire, il y a des grosses compagnies au Québec ou au Canada, il y en a quand même beaucoup qui sont capables d'aller dans les 100 millions, 200 millions, Ouais. 300 millions. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui veulent y aller, mais qui n'ont pas encore les fonds, puis qui vont se servir de la manœuvre qu'on parle. Pour aller chercher leurs fonds, genre. Ou de prendre le temps, geler la transaction et de prendre le temps, eux, après ça, d'approcher. Ils vont dire, bon, ben moi, je connais M. Montoni, Broccolini, Guimond, puis ils vont essayer de vendre. Ce qui s'était passé, c'est exactement ça avec l'ancienne à Repentigny. C'est que le gars, il a gelé le deal pendant 6 mois, puis là, il s'est mis à faire le tour. Genre un flip de promesse d'achat en soi. Exact. Ouais, ben, Lui, oui, il va si on chercher veut. les esquisses, les plans avec la ville. Fait que lui, il apporte ça, le gars, c'est tout approuvé, puis il essaie de le vendre aux autres personnes. Mais au final, il n'est pas capable de finaliser le dossier lui-même sans quelqu'un d'autre. C'est ça. Ben, c'est bien. C'est pas que c'est pas sérieux. C'est juste que c'est pas le meilleur client, c'est celui qui a les fonds pour faire de A à Z. Ouais. Parce que sinon, ça fait un autre middleman. Exact. Et Parce voilà. que lui, il se fait une commission au final aussi dessus Oui. sur cet achat en C'est soi. pas Oui. les vérifications. Le problème, c'est plus la personne va faire les démarches, mais il n'y a pas les fonds pour acheter la propriété Ah au ouais. final. Fait que Donc, un bon courtier doit qualifier, doit Son poser des acheteur. questions, me dire, bon, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux? Je suis d'accord à ce que tu me fasses une offre d'achat. Je suis d'accord à ce qu'il y ait un délai, parce que n'importe quel gros Oui, comme constructeur... 60 jours, 90 jours, genre quelque chose comme ça. Quand tu es à 90 puis que tu connais tu connais ce que tu fais, Ouais. en général, tu connais les gens des différentes autorités de la ville, que ce soit Laval, La Salle, Montréal, Mascouche, Terrebonne. Les gens connaissent, ils ont déjà fait des Ils ont choses. déjà fait affaire, ils Et savent dans voilà. quoi ils s'embarquent en soi. Et ouais, puis il y a des voilà. réponses un peu plus rapidement que quelqu'un qui n'a aucun contact. Ouais, ok. Mais Ouais. il y a des gens qui sont des développeurs, il y a des gens qui sont constructeurs. Le constructeur n'est pas toujours le développeur. Il va être engagé par un développeur. Ouais. Donc, on ne peut pas dire ah non, on ne veut pas de développeur. Au contraire. Mais il faut faire attention à savoir, bon, ben, c'est ça, exemple. Puis nous, d'aller chercher l'information d'avance, on peut répondre pour éviter des délais que la personne qui est dans ce domaine-là va dire, bon, ben écoute, j'ai besoin de au moins 30 jours pour vérifier auprès de la ville. Ben, Ok, d'accord. Du on coup, l'a déjà, la réponse. Si je résume ce que tu viens de dire, c'est que toi, en tant que courtier inscripteur, Mhm. avec toute ton expérience maintenant, tu arrives à anticiper les questions qu'un acheteur sérieux va te poser. Du coup, pour réduire le temps de due diligence, tu peux déjà lui apporter des réponses parce que tu as fait le travail en amont. Exact. Et voilà. Ok. Exact. Ok, Et d'où ouais. l'avantage d'embaucher quelqu'un d'expérience. Ben oui, c'est ça. Et voilà. Ben justement, si on peut faire le tour, tu veux prendre une pause ou Non, tu veux? non, c'est correct. J'ai dit, je sais pas le rappeler. Ok, parfait. Mais si tu veux, j'allais dire, ouais, juste. Ton service est rapide. On a déjà des gens qui nous appellent puis ils n'ont Ouais, même pas vu exact. le podcast. Ils ont même pas encore fait ça. Ça va bien? Non, mais ce que j'allais dire, c'est justement pour revenir sur votre clientèle cible, supposons. Supposons que j'ai un terrain à vendre ou que j'ai une bâtisse à vendre, Oui. que je dois vous contacter. Tu sais, quelles informations, idéalement, tu sais, que je vous contacte, avec quelles informations qui seraient idéales que je vous contacte, tu sais, pour que j'arrive en tant que client préparé, tu sais. Ben, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit.
au moment où tu vas nous téléphoner, on va tout t'expliquer de A à Z. On va aller chercher tout ce qu'on a besoin. Mais là, justement, qu'on que aide tu les autres m'expliques. personnes qui écoutent. Les gens qui écoutent, tu sais. Genre, supposons que moi, j'arrive, je te contacte. J'ai cette bâtisse à vendre au 3255 Marconi. Je t'appelle, j'ai cette bâtisse à vendre. Tu me dis quoi maintenant? Que je veux, pas qu'elle n'est pas encore à vendre, mais que je me dis, je veux la vendre peut-être dans 1 an. On va qualifier tes besoins, à savoir, c'est quoi tes attentes? Tu veux, on va se le dire, c'est souvent une question pécuniaire, c'est combien tu veux pour ta bâtisse, à quoi tu t'attends. 10 millions. Et voilà. Puis là, là, on va dire que c'est pas réaliste. Non, mais c'est ça. C'est de là, on va qualifier, puis on va vérifier avec toi quels sont les besoins. Donc, on ne va pas essayer de faire une transaction par téléphone parce que tu peux maintenant signer à distance sans que les gens se déplacent. Mais on va préférer vous rencontrer. On va poser les questions de base. OK. Ça ressemble à quoi les questions de base? Mais en fait, là, dans le fond, ce que tu voulais savoir au départ, c'est les documents qu'on avait besoin pour vendre, mettons, pour que nous, quand on arrive, notre dossier soit déjà préparé. Bon, fait que ça, tu vas avoir l'acte de vente qui est principal. Nous, on est capable d'aller chercher au registre foncier, mais c'est sûr que l'acte de vente original pour prouver que c'est toi le propriétaire. OK. À partant, on va en avoir besoin. Après ça, c'est les taxes municipales, taxes scolaires, que aussi on est capable d'aller chercher. Par contre, il y a beaucoup de villes qui commencent à bloquer l'accès aux taxes municipales, qui vont demander des comptes professionnels puis qui chargent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, de plus en plus, on va le demander. On ne paye pas assez de taxes de toute façon. Exact, il y en veut plus. Fait que de plus en plus, on va avoir besoin de demander au vendeur qui ait cette documentation-là aussi. Okay. Après ça, ça va être ton certificat de localisation qui va être important. Surtout qu'il n'y a pas un truc avec le certificat de localisation qu'il faut s'assurer qu'il soit à jour quand même, parce que sinon tu vas devoir le refaire au bout de 3-4 ans, genre 5 ans. C'est 10 ans. OK. Mais tout dépend aussi du projet qui va être fait par la suite. Comme avec la rue Sicard, par exemple, ça ne sert à rien de faire un nouveau certificat de localisation parce que la journée que c'est vendu, le certificat ne sera plus bon. Parce que les bâtisses, il n'y en aura plus. Fait que là, c'est passé au notaire avec un assurance titre, mais ça, c'est un autre sujet. OK. Si tu es capable d'avoir ta grille de zonage aussi pour nous aider. OK. Mais mettons, si tu veux être le vendeur parfait, sinon toute l'information que je te donne, je suis capable d'aller le chercher, excepté le certificat de localisation, que ça, on n'a pas d'archives pour aller voir l'information. Après ça, on rentre dans les détails plus humains, à savoir, la raison, pourquoi tu vends. Est-ce que c'est juste pour aller là, dans ce truc-là, j'ai décidé que ma business, elle grandit, puis que je veux acheter une nouvelle bâtisse. Là, j'ai 20 000 pieds carrés, puis maintenant, je sais que dans 10 ans, je sais que dans 1 an, j'aurai besoin de 30 000, supposons, puis dans 10 ans, j'aurai besoin de 50 000 probablement. Et voilà. On vient de vivre cette expérience-là, ça arrive régulièrement. Des gens qui vont downsizer ou upsizer. Okay. Ça veut dire comme là. On a un client dans les domaines des électroménagers de marque chic qui, ça monte en flèche, la business, sont à travers le monde. Puis là, à un moment donné, ils sont ici aussi et ils ont une bâtisse de 50 000 pieds carrés dans un parc industriel. Puis là, on a besoin de 100 000 pieds carrés et plus. Là, on a passé quasi 3 semaines, pas tous les heures, mais régulièrement à chercher des possibilités pour leur trouver le 100 000 pieds qu'ils cherchaient dans l'average de prix qu'ils s'attendaient de payer. Parce que ces gens-là sont quand même pas idiots. Ils connaissent le marché. Donc, on va faire ça. Comme toi, tu cherches un bureau, tu cherches quoi que ce soit, on va dire, OK, parfait, on va s'occuper de ça. Et les gens qui vendent, ils vont savoir que nous, on a une bonne clientèle de gens qui cherchent parce qu'on est en contact avec eux autres. On va les solliciter, à moins qu'on aille vers des gens qui sont déjà sur le marché, comme c'est arrivé. On a appelé... Et justement, ce style de client qui cherche, il y a aussi d'autres documents que tu vas leur demander, probablement, genre leurs revenus d'entreprise, les états financiers, des choses comme ça, j'imagine aussi? Oui. Pour nos clients à nous? Non, mais par exemple, dans cet exemple-là, un client qui va chercher à upscale. Tu sais, qui va chercher... Là, on parlait de quelqu'un qui va chercher à louer un autre espace. Oui. Là, parce que là, on parlait d'acheter.
Enfin, de vendre, pardon. Ouais. Alors, l'exemple que tu avais donné avec les documents. exact. On parlait de quelqu'un qui vend. Puis là, on a changé de sujet Pour à quelqu'un qui va achète. louer Ouais, dans un plus gros ou un plus petit. Ça, c'est un autre style de client. Ça ressemblera à quoi? La paperasse, c'est la même chose? La ou location, c'est différent que l'achat, par Exact. exemple. là. Mais pour l'achat, au niveau de qualification, c'est pas nous qui qualifions le client à sa capacité financière. C'est là qu'on va référer à un courtier hypothécaire. Par contre, il y a certains clients qui ont l'argent cash, mettons, comptant pour payer. Ça, par exemple, on a besoin des preuves de fonds. OK. Mais par Un rapport... screenshot du compte en banque, c'est suffisant? Ou... un peu plus qu'un screenshot. Parce que ça, tu peux faire une recherche sur Google. Je peux aller faire compte en banque 1 million, puis tu fais un screenshot. Transfert de Bitcoin ou une grosse valise en cuir. Non, c'est ça. Mais tu sais, dans les deux cas, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, quand on représente des gens qui nous appellent, notre but, c'est de qualifier la personne et ses besoins. Et son pouvoir de vente ou d'achat, ça ressemble aussi à la même chose. Pouvoir dans le sens que, est-ce que ce qu'il nous demande, c'est logique? Puis où le gars, il est même pas très bien informé, il nous dit « Hey, écoute, moi, si j'ai 1 million de dollars pour ma bâtisse, je vais être bien content. » OK, parfait. Mais vous savez que dans votre secteur, les bâtisses, là, on va lui montrer les recherches qu'on fait pour lui faire valoir la raison pourquoi on est là, c'est qu'on va peut-être obtenir plus que qu'est-ce que lui s'attendait. Ou le contraire, ça arrive aussi. Le gars, il s'attend à 1 million. Comment tu sais, comment vous me dites, tu sais, comment tu me justifies que ma bâtisse, elle vaut plus ou moins que ce à quoi moi je m'attendais? Eh bien, il y a l'expérience aussi, comme à force d'en faire, tu sais, un certain prix au pied carré avec la bâtisse, le terrain. Puis aussi, tu as l'exemple par secteur, tu peux montrer des comparables. Si toi, tu me dis, je veux 1,5 million pour ma bâtisse, puis moi, je te dis que ça vaut 1 million, puis même si je te dis que ça vaut X montant du pied carré, ben, tu vas vouloir des preuves concrètes. Exact. Fait que là, c'est là qu'on va arriver avec des comparables qui ont été vendus centris, hors centris. La plateforme CoStar, comme que Daniel t'avait parlé hors podcast, qui est une plateforme qui ressemble énormément à Centris, mais uniquement au niveau commercial industriel. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont sur cette plateforme-là qui ne sont pas sur Centris. Même des bâtiments qui ne sont pas à vendre avec de l'information supplémentaire. Quand ça a été vendu, X nombre de prix. Fait que là, on a peut-être 4-5 plateformes différentes que je peux t'arriver, gars. Ça s'est vendu X nombre de prix sur toutes ces plateformes-là. Tu vois bien, est-ce que tu vaux autant que celle-là ou moins? Puis à un moment donné, tu fais une décision rationnelle de dire, OK, bon, ça fait du Sinon, sens. t'attends un autre COVID, puis t'attends que ça se vende cher. Ben, voilà. Exact. Là, t'as même plus besoin de faire, tu demandes juste un prix, puis ça se vendait. Puis, tu sais, tantôt, tu nous as un peu aiguillé à savoir s'être entouré. On parle de CoStar tantôt. Ouais, c'est une application que pas tous les courtiers, puis on ne veut pas les encourager à... On vend la mèche un peu. Oui, c'est ça, mais il y a... Tu sais, tu as Realtor, qui est une autre application. Tu as LinkedIn, qui est une application de gens d'affaires qui... c'est bondé d'informations. Moi, il m'envoie trop de notifications LinkedIn. Ouais, je sais. J'ai quelqu'un à qui j'ai jamais parlé de ma vie, qui a fait X, Y, Z trucs sur LinkedIn, puis que je m'en fous complètement. Ben, c'est ça. C'est un peu... Mais je te dirais que les chambres d'affaires, c'est beaucoup, beaucoup LinkedIn. Mettons, je me promène dans les chambres de commerce, là, puis bon, on veut se mettre en contact. S'il n'y a pas de carte d'affaires, c'est même pas... Les personnes n'ont même pas Facebook ou les autres plateformes. Directement LinkedIn. J'ai pas le choix de me réhabituer à cette plateforme-là que je trouve un peu comme toi. Après, je poste j'ai comme 20 messages de personnes que je connais pas, mais c'est un peu la sollicitation à place de le faire au téléphone comme nous on fait, mais c'est par écrit. Ouais, exact. L'expérience, il va pour une chose, le pouvoir de s'être ajusté, de voir comment le marché est rendu, c'est important d'être up-to-date, tu sais. Ce que je vendais à 15$ le pied carré en tant que terrain pour du développement il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, du 15$ le pied carré, Ils sortent dessus. faut que tu sortes loin en
pas en banlieue, à Mais l'extérieur. c'est surtout pendant le COVID, là, vu que tout le monde construisait des bâtiments industriels partout, là, pendant... Et voilà. Tu sais, voilà. moi, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de terrains zonés industriels, en tout Exact. cas, proches du Grand Montréal, on va dire. Mais en fait, C'est un ça. peu partout, les villes, on dirait qu'ils ne veulent plus de l'industriel. Fait qu'ils ont dézoné beaucoup de parties industrielles pour faire du résidentiel, soit des Pour la crise du multilogements. logement, entre guillemets. Exact, faire des triplex, etc. C'est pour ça que quand tu arrives dans certaines villes, là, c'est juste des bâtisses de 3-4 étages que tu vois pour rentrer le plus de personnes possible sur Le truc, les... c'est que maintenant, je trouve les propriétaires, ils vendent plus non plus, ils louent plus non plus trop maintenant. Genre, je connais beaucoup de propriétaires de multifamiliales qui ont énormément en ce moment de difficultés à louer leurs immeubles. Ouais, parce qu'ils veulent pas s'ajuster sur le prix. C'est Fait vrai qu'ils savent que v'là 1 an, 2 ans, tout se louait, mettons, 1700, 1800 Ouais, piastres exact. par mois. Fait que là, à la place de s'ajuster, ils continuent à afficher au même prix. Mais au Ouais, final, exact. si tu t'ajustes... De là, d'être à la page. Tu sais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ce que tu disais, Ouais, justement. ouais. Puis c'est dans tout l'acheteur, le vendeur. Tu sais, dans le fond, là, le mot-clé, c'est qualifier le client. Après ça, ben, d'avoir les éléments, puis le personnel pour... Quand je dis le personnel, c'est les gens avec qui tu vas travailler, que ce soit un ingénieur, un développeur, un notaire. Et tous ces gens-là, un arpenteur géomètre va te faire gagner beaucoup de temps parce qu'eux autres connaissent, sont souvent avec les villes, connaissent les lois, connaissent les zonages, Ouais. les changements. Ouais. Donc, il faut que tu sois avec ces Entourer gens-là. des gens Oui. d'expérience et des Si gens on qui savent parle ce de qu'ils font. CoStar, ben nous, on travaille avec une des représentantes qui est Mélissandra. Écoute, les coups de main, les informations qu'elle nous a données pour justement être capable d'aller chercher les 15 plus gros développeurs qui pourraient faire l'affaire pour le secteur ici de la gare ou pour un autre terrain qu'on a pour du 30 à 50 logements à Boisbriand, ben, on va aller chercher ces informations-là, puis ces personnes-là vont nous aider à gagner du temps, mais ou surtout à aller chercher les bonnes informations. Puis c'est ce que les gens apprécient. Puis nous, ben, c'est aussi de qualifier les gens pour ne pas avoir des gens qui veulent devenir millionnaires demain matin. Ils ont regardé le podcast et puis ils se sont dit « Ah, c'est bon, je vais acheter ma propriété. » Ben oui. Ben justement, ça m'emmène à une autre question. Revenons sur le vendeur qui vient vous voir, qui a une propriété à vendre. Ouais. Une transaction genre typique, supposons que ce soit cette bâtisse-là, une transaction typique, ça va ressembler à quoi? Puis c'est qui les autres acteurs dont j'aurais besoin? Je vous contacte, puis la transaction, la timeline de la transaction, c'est quoi les étapes clés? Puis à ces étapes clés, de qui j'ai besoin à chaque fois pour m'aider dans la transaction, autre que vous aussi? Ben, la première étape, c'est de qualifier un prix qu'on veut mettre la propriété à vendre, avoir une bonne stratégie aussi. Stratégie, ça veut dire quoi? Mais mettons, on parle d'un prix, mais on a tout le temps une marge d'erreur sur le prix de vente qu'on va dire. Puis après ça, le but, c'est d'être tout le temps actif. Si tu es passif et tu laisses ton inscription dormir sur le marché, tu risques de perdre beaucoup, beaucoup d'opportunités. C'est une stratégie de soit aux semaines ou aux mois. Bon, OK, il faut qu'on s'ajuste si on n'a pas X nombre de... Si j'ai aucun mouvement sur la propriété, bon, il faut s'ajuster. Ça veut dire qu'on est trop cher. C'est sûr qu'au commercial, les délais sont un peu plus longs. Par contre, c'est ça. Fait que c'est une bonne stratégie, comment on va s'établir sur le marché. Si ça ne bouge pas, on va avoir déjà un plan établi pour être proactif, dans le fond. Le but, c'est d'être tout le temps donc, proactif. Si je prends un exemple, si tu mets la propriété à 6 millions, puis que ça ne bouge pas, ben là, tu vas ajuster peut-être à genre 5.5, quelque chose comme ça. Genre. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu vas préétablir. Si tu as le bon prix, puis que tu as le bon produit, normalement, ça se vend. Par contre, si ça ne se vend pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le bon prix, que tu n'as pas le bon produit. Ça peut être parce que, exemple, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acquérir un développement puis de mettre 125 millions sur la table. Non, exact. Ah ouais? Moi, j'ai pas ça. À part les ingénieurs. Je pensais que ça 125 millions. C'est ça. Non, mais on parle de ça ou de 500 millions ou de 500 000.
C'est tout le temps ça, c'est qualifié. Donc, mais en général, c'est ces 2 éléments-là. C'est que tu as le bon produit au bon prix, ça sort. Mais il y a le marché aussi. Est-ce que, en ce moment, il y a des gens qui ont bâti beaucoup, beaucoup dans le secteur de la gare. Beaucoup de locatifs. Puis il y a encore beaucoup de ces bâtisses-là qui ont encore beaucoup à louer. Il y a encore des unités disponibles. Donc, le développeur doit dire: «Ouais, ben écoute», ou le constructeur, «C'est bien beau, je vais monter 10 étages dans ce secteur-là, c'est débile. Est-ce que je vais rester pris avec bien des unités longtemps Mhm. à louer?» Alors que tu peux tout simplement trouver quelqu'un qui va. Puis ce que j'aimerais, moi, c'est ça, c'est de dire: «Ben écoute, j'ai un contracteur, mais lui, il va pouvoir vendre ces unités-là», parce que monsieur, madame, tout le monde n'est pas nécessairement content de payer 2 500 $ pour Un louer loyer et de un. l'argent qui. Voilà, voilà, puis payer des frais de Ouais. condo, tatati, tatata. Ouais. Donc, si on fait un bon screen, puis on fait comme OK, on recherche, puis qu'on trouve quelqu'un qui va dire: «Ouais, ben justement, dans ce secteur-là, il y a un potentiel de gens qui aimeraient aller vivre là, mais être propriétaires de leur unité». Ah ben là, on vient de faire un coup de circuit, là, un home run, pour tout le monde. OK. Ben, ça fait partie de la job, du Fait travail qu'on fait. fait qu'en gros, d'avoir une bonne planification pour la vente. Mmh. Puis après ça, autant que ça soit pris ou, comme Daniel a dit, il y a certains produits qui prennent plus de temps, mais ça reste que être proactif, expliquer le processus. Bon, comme là, mettons, on vend un certain produit avec X nombre d'unités qu'on sait, mais pour X contre raison, peut-être que demain matin, la ville va décider que ça va être moins. Mais il faut déjà avoir cette discussion-là un peu à l'avance avec le OK. vendeur pour lui préparer à OK. toute éventualité, qu'est-ce qui pourrait Pour arriver dans la gérer les attentes transaction. en soi. Exactement. Oui. Puis après ça, bon, avec nos contacts, mais j'ai les apporteurs géomètres avec qui que je travaille depuis 8 ans, Mhm. que eux, si moi je réfère quelqu'un, ils vont trouver un espace très plus Parce qu'ils savent que rapproché. c'est un client sérieux si toi, tu vas le référer. Exact, mais je réfère tellement que Mhm. si toi t'appelles, ton délai peut être dans 3 mois, mais moi je vais être capable de te l'avoir un rendez-vous dans une Dans la semaine. semaine, genre, puis ou la semaine d'après. Grosso modo, quelque chose comme ça. Puis un arpenteur géomètre, dans ce contexte-là, supposons que c'est les gens qui regardent, ils ne connaissent rien. Genre, il faudrait qu'on définisse à chaque fois les nouveaux termes qu'on utilise, juste qu'on explique, un arpenteur géomètre, ça sert à quoi, par exemple? Bon, le certificat de localisation qu'on a parlé tantôt pour le vendeur parfait qui soit préparé, là, Ouais. c'est un document qui explique un peu le terrain en tant que tel que toi tu vends, qu'est-ce qui est sur le terrain, s'il y a certaines zones d'inondation aéroportuaire, peu importe, qui pourrait avoir qui passe sur le terrain. Ouais. Tout ça, c'est écrit. Le numéro de la grille de zonage aussi va se retrouver sur ton certificat de localisation dans les titres Mhm. légaux. Là. Dans le fond, tout ce qui s'englobe côté légaux en termes de titres, Mais c'est pour localiser les l'espace en soi servitudes, aussi. ouais, localiser l'espace, puis savoir s'il y a des servitudes qui passent sur ton Servitude, terrain. c'est genre qui a accès à ce terrain-là, genre? Exactement, comme la plupart des terrains ont les servitudes d'Hydro-Québec, parce que Ouais. Hydro-Québec ont un droit de passage Mhm. sur à peu près tous Mhm. les terrains au Québec. Ouais. Tu peux avoir des servitudes de passage comme quelqu'un qui a un droit de passer sur ton terrain. Fait que ça aussi, c'est important à savoir quand tu achètes une propriété. Bon, moi, je l'achète, mais j'ai le voisin qui peut passer tout le temps sur mon terrain. Peut-être Mhm. que moi, ça ne me tentera pas que j'ai quelqu'un qui ait tout le temps droit de passage sur mon terrain aussi. OK. Donc, étape 1, on disait, on établit un prix, on se prépare. Après ça, Ensuite, exact. certificat de localisation, enfin, arpenteur géomètre pour certificat de localisation. Exact. Après ça, Mhm. c'est mise en marché, photos, vidéos, tout dépendant du projet. Après ça, notre job à nous, c'est de solliciter les gens aussi, parce qu'il n'y a pas juste, il y a des courtiers qui, Qui les mettent et puis ils qui attendent, mettent genre. puis attendent. Puis nous, comme qu'on dit, le mot En tantôt que plus, j'ai toi, tu as dit, tout le réseau, là, du coup. exact, tous les Ben, réseaux, les c'est d'être poseux, on proactif. appelle ça des poseux de pancartes ou bon, c'est correct. Ça fait partie du travail C'est d'un le minimum. courtier de mettre des pancartes sur une propriété. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, on a vécu dernièrement quelque chose de similaire avec la rue Sicard.
Les gens ont voulu avoir un résultat tout de suite. Fait qu'ils ont choisi des courtiers rapidement qui leur ont laissé entendre qu'eux autres, ils faisaient des beaux montages, des beaux dessins, puis qu'ils étaient pour avoir ben des acheteurs. Et il faut connaître il faut connaître ce que tu vas prendre en vente, puis croire à ce que tu vas prendre en vente, que tu es dans le bon prix, que tu vas avoir le bon marketing autour de ça. Mais si je vends quelque chose qui vaut 1 million, puis je leur demande 4, ça se peut que ça soit long avant que je puisse avoir. Donc, eux autres, ça va leur amener des acheteurs, mais encore là, tu sais, avec l'expérience, tu vas dire, ouais, mais les acheteurs que je vais recevoir de ça, ne sera pas des gens d'expérience, parce que les acheteurs qui sont moindrement informés, souvent connaissent. Donc, quand tu as un listing, l'inscription, qui est bien fait, au bon prix, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler. Donc, en Alors, gros, le manque d'activité, c'est un signe que tu as un problème sur ton prix ou ton. En général, ça peut être un signe que ouais, tu as un problème sur ton prix ou le type de propriété que tu vends aussi. c'est Exact. ça. Ou le manque de sollicitation que ton courtier va faire. Comme, OK. nous, on appelle beaucoup de personnes pour présenter les inscriptions qu'on a à vendre. Bon, demander si eux, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Mhm. Quelque chose que quand je faisais du résidentiel, que je faisais beaucoup, c'est j'allais cogner tout le quartier autour pour savoir s'il y avait des proches qui connaissaient, qui aimeraient déménager proche d'eux. Proche de. Ah, putain, c'est smart ça. OK. Puis c'est la même chose Tu qu'on sais, fait, mais il y a des fois, d'une façon différente. il y a des produits que tu ne peux pas vendre en claquant des doigts, mais en général, il ne faut pas que ça prenne une éternité non plus parce que le client va faire comme, ouais, ben, tu ne m'as pas bien qualifié, tu n'as pas. Ouais, puis toi aussi, tu as genre comme sur votre contrat de courtage, j'imagine qu'il y a aussi un certain délai pour lequel vous avez pour vendre la propriété. Exact. Puis nous, Oui, on est seulement payé aux résultats. Fait Exact, c'est ça. on veut pas Mais dormir. justement, le paiement, ben, tu sais, si on pour retourner au processus, parce que j'aimerais bien qu'au moment qu'on arrive aussi à comment vous êtes rémunéré. Mais là, on a fait le processus. Je disais, étape 1, on établit les besoins du client. Étape 2, c'est certificat de localisation, enfin, apprenti géomètre. Étape 3, si tu peux repartir sur le processus, tu sais, pour que quelqu'un qui regarde, il sache, OK, quand je vous contacte, vous, ça ressemble à quoi le processus? Si, par exemple, j'ai une propriété à vendre. Ouais, après ça, c'est prise de photos, vidéo, tout dépendant des projets, comme que j'ai dit. Après ça, ben nous, un coup qu'on a tout ça, mon dossier est complet, je peux l'afficher en ligne. Fait que là, après Ouais. ça, c'est la mise en marché de la mhm, propriété. Après ça, c'est notre travail à nous de solliciter les gens Ouais. pour essayer de trouver un acheteur OK. qualifié pour ta propriété. Une Donc, fois qu'on a des acheteurs. des fois qu'on a des acheteurs, on a une promesse d'achat, négociation. Ça aussi, c'est bon de choisir un bon courtier qui est capable de négocier très Mhm. bien pour toi parce qu'au Fait que final, c'est des tu vas avoir le arguments plus pour de... négocier quelque chose, tu sais, c'est ça? Ouais, ouais, mais nous, notre but, c'est de négocier le plus pour Ouais. mon client. Autant que si c'est acheteur, je vais négocier à la baisse. Si c'est mon vendeur, mais on veut négocier à la hausse. OK. Bon, un coup qu'on a un acheteur, une promesse d'achat acceptée, on s'entend sur un prix. Bon, après ça, c'est là qu'il y a les due diligence, comme qu'on n'arrête pas de dire tantôt, les vérifications diligentes qui embarquent. Bon, après ça, si c'est un bâtiment que tu achètes, tu vas faire inspecter ton bâtiment. Mhm. Bon, nous, en tant que vendeur, je ne peux pas référer des inspecteurs, mais par contre, si je représente l'acheteur, je peux en référer. OK. Mais là, on parle côté vendeur. Donc, On va reprendre. Du coup, on était où là? Avant qu'on s'arrête? on était rendu à l'étape qu'on avait une promesse d'achat Ouais, acceptée, exact, que c'est ça. soit tout dépendant du type de produit, soit inspection, vérification diligente auprès de la ville pour le type d'exploitation que tu veux faire sur le bâtiment ou le terrain, peu importe. Bon, un coup que tout est fait, ton financement aussi. Donc, l'acheteur doit donner une preuve de financement ou une preuve de comptant dans leur compte en banque Mhm. au vendeur. Fait qu'un coup que le vendeur a reçu toute la conformité de l'acheteur qui a fait son inspection, ses vérifications, qui a son financement ou l'argent comptant, bon, là, on pourrait dire que la transaction est complétée au niveau de la vente. Mais c'est pas mhm. le transfert de titre n'est pas fait encore. Après OK. ça, on arrive à l'étape du notaire, que Ouais. lui, il va notarier le transfert de titre. Puis un coup que le notaire est fait, mais là,
on serre la main. Bon, félicitations, vous êtes Ok. nouvellement propriétaire ou félicitations, bon, Puis vous voilà. êtes rémunéré comment? Ça ressemble à quoi la rémunération d'un courtier? Après le notaire. Après le notaire? Exact. Un coup qu'on a notarié, nous, notre facture de rétribution est envoyée au notaire. Puis le notaire prend notre rétribution au niveau des profits de la vente directement. Puis c'est de même qu'après ça qu'on est payé. Ok, du coup, c'est le notaire qui s'occupe de pas mal tout. Ouais, Exact. Puis c'est dans le contrat de courtage que le pourcentage est négocié, j'imagine. Du coup. Exactement. Ok. exact. Et voilà, exact. Ok, parfait, good. Je pense, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez mentionner hein, ou est-ce qu'on... Ben, dans le fond, c'est pas bien compliqué. Si vous avez besoin de vendre, appelez-nous. Ça, c'est ça. C'est Vous voilà. m'achetez. Je fais beaucoup C'est ça. Ben, justement, d'investisseurs. Moi, j'adore faire les investisseurs parce que on y va à niveau de profit. Donc, Ouais. ça l'élimine, comme tantôt, on Ça parlait élimine pourquoi le risque, du coup. pourquoi je suis parti du résidentiel. Ouais. C'est à cause que le niveau émotionnel des gens surtout m'affectait, puis ça m'affectait à mon day-to-day. Ouais. Tandis qu'avec les investisseurs, c'est juste du prix. Fait que regardes les c'est chiffres, les puis that's chiffres, it. il faut que ça soit rationnel, il faut que ça fasse du sens. Puis ça, j'adore faire ça. C'est de trouver des deals pour mes clients, comme on a des clients qui ont acheté un 5plex à un certain prix. Eux, ils font un flip de loyer. Dans le fond, là, c'est Ouais. surtout au commercial qu'on a moins de restrictions qu'au résidentiel. Et ils font une restructuration de tous les baux dans le bâtiment. Puis ils vont être capables d'aller refinancer pour aller chercher un 500 à 600 000 en un an. Fait que là, c'est un prêt qui coûte plus cher en intérêt. Ouais. Parce que c'est un prêt B, mais par contre, en un an, tu es capable d'aller refinancer pour aller chercher un prêt A qui va coûter moins cher en intérêt sur une plus grande marge d'amortissement. Le prêt B, il te permet Mais de tu es faire le capable deal. d'aller chercher un 600 000. Fait qu'il récupère sa mise de fonds qu'il a mis tout de suite sur l'autre, plus un profit. Fait qu'en un an, il va être capable d'aller faire Puis j'imagine que le prêt B, c'est juste intérêt uniquement, puis après, il rembourse le principal à la fin, puis that's it, genre. Exact. Voilà. Mais le prêt B, ça devient... Quand je dis un prêt B, c'est que c'est pas une banque standard. Ouais. C'est des banques qui font des projets, soit des projets à risque ou, comme dans ce cas-là, c'est sur une période d'un an, leur prêt hypothécaire. Fait que c'est un pourcentage un peu plus haut. Une mise de fonds qui est plus élevée qu'un prêt standard. Par contre, ça leur permet d'acquérir la propriété. Ils sont plus rapides aussi en général, non? Ouais, beaucoup plus rapide. Ça fait partie de, tu sais, tantôt tu disais l'important d'être bien entouré. On arrive le côté financement. Ben, du financement résidentiel, c'est une chose. De financement commercial industriel, c'est un autre. C'est une autre chose, exact. Puis de bien s'entourer, ben, c'est important. Et tu sais, tantôt, on a dit, on fait attention à pas que ce soit juste un développeur qui va essayer d'attirer des acheteurs, puis que lui, il fait, j'ai rien contre ça, que ce soit avec Immo Facile, les mordus de l'immobilier, les gens qui font de la spéculation. On travaille avec ces gens-là, mais on met les balises pour que tout le monde soit gagnant. Et pour pas que le client dise, ben vous m'avez pas bien représenté, vous m'avez fait perdre un an de mon temps, puis et j'en entends tellement des histoires d'horreur là, de gens qui ont pris des courtiers, puis que, bon, voilà. On n'est pas à l'épreuve de la pluie, mais on fait attention. C'est le but. C'est d'aller chercher tout ce que le client a besoin, vendeur ou acheteur, pour réaliser une belle transaction. OK, parfait. Donc, pour conclure, on va faire une petite conclusion de juste on vient d'en parler là, mais juste un petit résumé genre quelques secondes là, 1 minute, 2 minutes, des gens avec qui vous travaillez, puis après, comment eux, ils peuvent vous trouver, tu sais, quels réseaux sociaux, ou quel numéro de téléphone, ou quel email, ou quel site web, tu sais, peu importe là. Donc, je vous laisse y aller. Tu vas ou je vais? Vas-y. Ben, on travaille beaucoup avec surtout les vendeurs commerciaux, industriels, même multilogements. Comme que je viens d'expliquer, j'adore aussi faire les acheteurs au niveau d'investisseurs immobiliers. Je te dirais beaucoup plus au niveau de locales commerciaux que des tours de multilogements, mais ça aussi, j'en fais quand même un peu. Après ça, comment on peut nous trouver? Mes réseaux sociaux, Jean-Christophe Diotte ou Équipe Jean Diotte. Mon numéro de téléphone, si tu veux, je peux Je pourrais tout mettre, tu sais, on s'enverra après, je les mettrai tous en Il n'y a description. pas de problème. Après ça,
On est un peu partout à Mascouche. Puis pour Daniel, je vais le laisser se présenter et savoir où est-ce qu'on peut le trouver. Comme dans les annonces. Un nom à retenir. Votre courtier, Daniel Chartier, 514-297-5997. Mais c'est tellement... c'est ça. Là, dans le fond, c'est sur Google, si les gens cliquent notre nom, Royal Lepage, Daniel Chartier, Jean-Christophe Diotte, les gens qui vont se promener un peu dans LinkedIn, mais tout le monde qui cherche vont en général sur Centris. OK. Mais après ça, ben il y a des gens qui vont aller vers du CoStar, ils vont aller vers du LinkedIn. Les plateformes sont là. OK. Je mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, les gens, s'ils peuvent vous contacter, s'ils veulent vous contacter, tout sera là. Puis, all right. Merci les boys. Merci à toi de nous avoir parlé. Super. All right. Good.